DRH de la RTS et il est décidé un contrôle des présences. Une note d'information faisait obligation aux agents de montrer leur badge pour accéder à leur lieu de travail. Donc, les gendarmes du poste de sécurité avaient en charge de faire respecter la note d'information qui était publiée, qui était diffusée dans le réseau Internet. Et malheureusement, le journaliste qui devait présenter le journal télévisé de 13 heures n'était pas au courant. Et il s'est présenté sans badge. Lui, il ne comprenait pas que le gendarme qui le connaît bien puisse empêcher la diffusion d'un acte important, disons, le moment le plus important, qui est le journal télévisé. Donc, finalement, le rédacteur en chef, il m'appelle, il se plaint. Le chef de poste de gendarmerie, il m'appelle, il se plaint. Et je suis obligé de les convoquer dans mon bureau, de trouver un complot. La deuxième scène a lieu quelque part, disons à la cité Kergouri. La police gérait une situation qui pouvait dégénérer à tout moment et donc avait déterminé un périmètre de sécurité qu'il ne fallait sous aucun prétexte pénétrer. Bon, le journaliste est arrivé sur le lieu, entrepris de faire une interview en ayant en arrière-plan la cité barricadée. Le seul problème, c'est qu'il était en plein milieu de la zone de sécurité. Et comme on lui a demandé de dégager, il a refusé parce qu'il ne faisait que son travail, ben, il a été dégagé à coup de lacrymogène. Ces deux situations illustrent le dilemme dans lequel deux acteurs au service du public sur un même terrain doivent faire leur travail sans que celui de l'un entrave celui de l'autre. Je pouvais parler d'un contexte de campagne électorale, de match de football international, de rassemblement quelconque qui peut dégénérer à tout moment. Et dans chaque cas, chacun accuse l'autre en essayant de se dédouaner. Il y a des moments où avoir tort ou avoir raison n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que chacun puisse faire son travail, en laissant l'autre faire son travail, en bonne entente, pour ne pas dire en toute complicité. Lors des Assises nationales des médias, une commission a travaillé sur cette problématique. Elle était composée de toutes les franges de la population. Il y avait les professionnels des médias, les forces de défense et de sécurité, les défenseurs des droits humains, les associations de consommateurs, magistrats, avocats, etc. Il en est sorti un certain nombre de recommandations, dont je vais citer quelques. Instaurer un cadre de dialogue permanent entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs des médias. Introduire la question des médias dans la formation initiale des FDS, Forces de défense et de sécurité, mettre en place un mécanisme d'échange et d'alerte entre médias et FDS, sensibiliser les professionnels des médias sur le mode opératoire des forces de défense et de sécurité et réactualiser le gentleman agreement qui existait entre les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité. Ce dernier point fait référence à la gestion concertée de la campagne électorale de 2007 puis de 2012. À la suite d'une série de rencontres entre forces de sécurité et acteurs des médias, des mesures étaient prises des deux côtés pour parer à toute éventualité de conflit. C'est d'ailleurs ce qui a été à la base de la confection des gilets de presse à la demande des forces de défense et de sécurité. Des consignes étaient aussi élaborées et éditées sous forme de brochures pour chaque parti, et le SYNPICS avait mené une grande campagne de communication et une tournée de sensibilisation à travers tout le pays en direction des professionnels des médias.
Le contexte est différent aujourd'hui. Les gilets sont confectionnés à chaque coin de rue. Il est donc important de recréer les conditions de concertation, d'où sortiront d'autres mesures à mettre en œuvre d'un commun accord, d'où la nécessité d'un cadre de dialogue, mais cette fois-ci permanent entre les deux entités. Les questions des médias pourront ainsi être introduites dans les curricula de formation des FDS au moment où des consignes de sécurité seront élaborées pour les acteurs des médias sur le terrain, comme par exemple identifier systématiquement où se trouvent les forces de sécurité à l'arrivée dans une localité et reconnaître les forces de l'ordre comme des autorités légitimes. Mon intention en rappelant le passé est de montrer que c'est possible de travailler ensemble et en toute complicité, comme dirait l'autre, yes we can. Il est impératif que nous passions à l'action rapidement. La CAP doit organiser dans les plus brefs délais un conclave qui permettra de mettre sur pied ce cadre, d'en déterminer les composantes, les modalités de fonctionnement. Nous avons suffisamment discuté, nous avons suffisamment produit de recommandations. Ce sera l'occasion d'élaborer des brochures pour les deux parties, de définir un cadre de veille au niveau central comme dans les régions intérieures, d'établir un annuaire téléphonique des acteurs en charge de la coordination. Je me permets de lancer à partir de cette tribune à l'ensemble des professionnels des médias un appel. Ces messieurs de la police peuvent se boucher les oreilles un petit instant. S'il vous plaît, les gars, parlez d'une seule et même voix. N'acceptez plus d'aller en ordre dispersé. Le CEDEPS n'est pas l'adversaire du SYNPICS ou de la CJRS vice-versa. La survie de notre profession en dépend. Les travailleurs veulent exercer leur métier dans les meilleures conditions, dans le respect des règles d'éthique et de déontologie, en toute sécurité et en retour gagner des salaires décents. Alors, oublions nos divergences un moment et discutons en privé au sein de nos entreprises. Le linge sale se lave en famille, pas sur la place publique. Je vous remercie. Directeur général qui sont dans, disons, le groupement. Bon, comme on dit en général, Mouyo Balé, tout ce qui est police, gendarmerie, armée, parce que franchement, je ne m'y connais pas beaucoup en grade. Alors, je salue les représentants de la coordination des associations de presse. Je ne vais pas les citer. Je salue les invités en vos grades et qualités. Je pense que ça résume tout. Je remercie la CAP et la Direction générale de la police de m'avoir permis de participer à ce panel. Et je vais commencer par donner deux exemples de situation, d'une situation que soulignait Bambakassé tout à l'heure. Là, c'était juste quelques notes que j'avais prises pour le protocole. Monsieur le directeur général. Donc, on est à un moment aujourd'hui où le Sénégal est en train de réviser l'ensemble des textes qui régissent notre profession. La régulation, le code de la presse et le code de la publicité. Nous tous sommes impliqués au quotidien et nous pensons que d'ici la fin du mois de mars, tout cela sera remis à jour et updated. Je voudrais juste m'en tenir à tout ce qui a été dit ici, notamment par le commissaire Ndiaga Diop, qui est mon tonton, puisque ma mère est une Diop, et que j'ai mon goro qui est un Ndiayen qui est là, Asma Demba, qui l'a fait avec beaucoup de... Oui, il est toujours égal à lui-même. Donc, vraiment, je pense que les conclusions qu'il a sorties, avec la projection sur les difficultés, les différends et les oppositions, peuvent servir de base. Des recommandations ont été faites pour trouver des mécanismes de concertation permanente. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Également que nous tous, et vous aussi, puissiez venir dans les rédactions, au-delà du contact point que vous avez, pour que les gens comprennent davantage. Dans le système un peu anglo-saxon que je connais assez bien, lorsque les médias interviennent, ils sont dans ce qu'ils appellent embedded, c'est-à-dire qu'ils sont incorporés dans les forces de lutte, y compris jusqu'au camouflage. Je pense que Djedou l'a dit tout à l'heure. Il faut absolument que nous allions vers ce type de solution.
La rencontre d'aujourd'hui a commencé par ces plaisanteries à cousinage, tout ça, tout simplement pour dire que, comme on dit, c'est nous dans nous, on est ensemble, c'est le même Sénégal. Une fois les tenues dévêtues, que nous tous nous retrouvions dans les quartiers, etc., sont des frères, des sœurs, des pères, des mères, des hommes qui sont ensemble. Et c'est pourquoi il faut que des événements comme ce que Absa a vécu, ce que Adia a vécu, ce que Mor a vécu, que ça ne se reproduise pas. Je pense que ce sont des événements sans doute tragiques, dramatiques, mais qui ne sont pas la marque de fabrique de la police nationale, qui a pu servir, je pense, et qui sert au quotidien à différents titres. Sans que nous pouvions nous prévaloir, quand nous avons nos cartes de presse, de dire, lorsque nous avons fait des infractions, nous ne pouvons pas nous prévaloir de ça. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait que dans des cas comme ça, que les auteurs soient identifiés, que le pardon puisse être demandé, qu'il puisse être accordé. Absa, Adia, Mor sont mes enfants. Donc je pense que c'est vrai, malgré les douleurs, malgré les choses psychologiques, le fait même d'être là ici aujourd'hui et de venir partager, de le dire, c'est un moyen également de se libérer. Donc vraiment, mettons en place les mécanismes qui nous permettent de nous concerter, d'échanger davantage, parce qu'en définitive, nous sommes tous ici, au service du Sénégal, chacun dans sa manière. Vous, forces de défense et de sécurité, nous, hommes des médias et les personnels de la santé, nous fonctionnons H24. Quand il y a les fêtes, quand il y a quoi que ce soit, quand la nuit les gens dorment, etc., nous sommes là au front pour servir le Sénégal. Que Dieu bénisse ce pays. Nous boole xoli, tapé xoli, yàlla defal ñu jàmm. Monsieur le modérateur, je ne sais pas si vous êtes enseignant ou pas, mais moi j'aurais bien aimé être élève dans votre classe. Vous avez le sens de la mesure. Vous avez les mots qu'il faut pour détendre, les mots qu'il faut pour être sérieux, les mots qu'il faut pour provoquer, mais également les mots qu'il faut pour faire réfléchir. Et ça, véritablement, je me dis qu'on ne pouvait pas trouver meilleur modérateur que vous. Je ne voudrais pas qu'on lève la séance si je vous dis, monsieur le modérateur, je vous remercie. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier messieurs les panélistes. La prochaine fois, nous allons essayer d'avoir des dames ici pour pouvoir dire mesdames et messieurs les panélistes. Je voudrais remercier toute l'assistance, tous mes collègues, tous mes frères journalistes, toutes les personnes qui ont pris part à cette séance, comme il l'a tout à l'heure dit, notre doyen, M. Matar Sylla, qui, somme toute, je pense, est une séance historique. Pas de par, en fait, les thèmes qui ont été traités, parce qu'il y a eu des rencontres entre journalistes et policiers, entre journalistes et membres des forces de l'ordre, mais des rencontres de cette envergure où on a eu autant de policiers, autant de membres des forces de défense et de sécurité, autant de journalistes réunis dans une salle échangeant, je pense que moi, personnellement, j'en ai jamais connu. Et je pense que c'est à saluer. Cela nous encourage dans ce que nous devons faire et ce qui doit être fait. Nous avons échangé sur des thèmes, sur beaucoup de thèmes. Monsieur le professeur, j'ai dit tantôt, je dis monsieur le professeur, vous voyez, parce que j'aurais bien aimé être dans votre classe, parce que j'aime votre rhétorique. Ce qui me dérange chez vous, c'est certainement si vous étiez professeur, vous seriez très fort en interrogation surprise. Parce qu'à 2 reprises, vous m'avez pris de court pour me donner la parole. Et là, je suis obligé d'essayer, en tout cas, de satisfaire à l'exercice. J'avais pris des notes, mais c'était surtout sous forme télégraphique.
par des mots. Parce que quand je prends note, je ne prends que des mots. C'est après que je réfléchis au contenu. J'ai mis rhétorique, pédagogie, empathie, autocritique, introspection. J'ai mis entre parenthèses corporatisme, c'est à bannir. J'ai mis formation, cadre de dialogue, cadre juridique, vulgarisé, ainsi de suite. Donc autant de mots que je relève. Donc je ne vais pas essayer de m'exercer à expliquer ma compréhension de tout ce que j'ai noté. Je voudrais tout simplement m'apaisantir et rester sur les aspects positifs que j'ai retenus de cette rencontre. La première chose, c'est qu'on doit faire notre introspection, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté de la presse. C'est la première chose à faire. Il faudrait faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Quand on est à la place de l'autre, quand on exerce de la violence, si on se met à la place de l'autre, on n'aimerait pas qu'on exerce de la violence sur nous-mêmes. Mais je voudrais préciser, la violence n'est pas seulement physique. C'est des expériences que nous vivons. Nous vivons des violences morales qui sont liées à des critiques que les gens reçoivent ou un traitement déséquilibré parfois de l'information vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est la vérité. Je pense qu'on a donné ici l'exemple du traitement qui a été fait de certains faits. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce cadre. Mais je voudrais donc qu'on retienne surtout les recommandations, les grandes recommandations qui ont été donc dégagées aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord donc qu'il nous faut un cadre de dialogue, d'échange. Ils ont dit même un cadre perpétuel, c'est-à-dire pas ponctuel, un cadre qui doit continuer. Le dialogue doit s'instaurer entre journalistes et membres des forces de défense et de sécurité. La deuxième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est la perpétuation de l'initiative que nous venons de mettre en place. Là, je vais vous lancer un défi. Aujourd'hui, c'est nous qui avons organisé. Nous vous avons laissé la parole. Aucun policier n'a pris la parole. La prochaine fois, nous souhaiterions que ce soit les journalistes qui organisent et qui nous invitent et qui nous laissent la parole pour qu'on puisse dire nous aussi ce qu'on a à dire. Pérennisation. J'avais mis aussi sanctions. Le troisième point concerne donc le protocole que les jeunes reporters ont proposé. Un protocole de non-violence des deux côtés. Comme j'ai dit, la violence, elle n'est pas seulement physique. Il nous faut trouver un modus vivendi, comme on dit, pour que les policiers aussi soient protégés vis-à-vis des violences verbales, ou en tout cas des traitements déséquilibrés de leur action. Le troisième point que j'ai noté également, c'est la formation. Et là, on est tous d'accord, je pense également, que nous devons revoir nos curricula. Et ça, je le dis pour toutes les forces de défense et de sécurité, pour qu'on intègre aussi dans nos curricula de formation, donc cette prise en charge de la liberté, cette prise en compte de la liberté d'information avec tous ses corollaires, la protection juridique du journaliste, la nécessité de prendre en compte les cartes de presse, tout un ensemble de packages que nous, en tout cas, nous ferons l'humilité de pouvoir prendre de vous en termes d'enseignement, en termes de modules que vous mettrez à la disposition de ces écoles de formation, que vous pourrez même dispenser à notre niveau. Nous vous demandons tout simplement d'avoir la même humilité, d'accepter dans vos écoles de formation que des curricula soient inclus pour la prise en compte des nécessités parfois du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un concept en fait. Dans sa mise en œuvre est très dynamique. Ce qui peut être tout de suite une zone de sécurité peut se déplacer en fonction des circonstances.
en fonction de la violence des gens. Et ce qu'on peut vous permettre de faire pendant un temps ici peut s'avérer ne pas être judicieux pendant un temps Y, en raison des circonstances. C'est ça qu'il faudra que les gens comprennent. Et ça aussi, nous avons le devoir, en tout cas nous ferons le devoir à chaque requête de venir dispenser la formation qu'il faut à vos journalistes, à vos élèves journalistes, pour qu'ils puissent en tout cas prendre en compte également nos préoccupations. C'est toujours donc dans ce cadre de dialogue et de formation. J'ai également noté comme point sur lequel nous pouvons être d'accord la mise en place, la nécessité, c'est une nécessité même de mise en place de mécanismes de gestion des différends. Parce que je pense que même entre deux cousines, comme l'a dit, je reprends le terme de Djedjou, entre deux cousines, il peut y avoir des problèmes, des malentendus. Nous aurons besoin de sages qui sont là. Nous avons des anciens qui sont là. Vos anciens sont là, c'est des références. Hein? Vous avez des responsables de haut niveau. Nous en avons. Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait ce cadre, en tout cas de gestion, s'il y a des problèmes de différents, et que les gens évitent d'attiser. Parce que, comme vous dites, nous sommes tous Sénégalais, nous sommes entre Sénégalais. À la fin des comptes, nous serons ensemble. Je pense qu'en 2021, pendant une période, il y a eu des confrontations. Aujourd'hui, nous sommes là en train de discuter entre Sénégalais. Et c'est ce qui va arriver forcément. Donc, la mise en place de ce cadre, ou en tout cas de ce mécanisme de gestion des différends, moi, j'y adhère forcément. Et il serait souhaitable, et ça aussi je l'appuie fortement, qu'il y ait des points focaux qui existent d'un côté comme de l'autre pour prendre les préoccupations des uns et des autres. Je pense qu'il est nécessaire parfois même, parce que des opérations, en dehors des opérations, ce n'est pas seulement dans le maintien de l'ordre que les journalistes interviennent en même temps que nous. Il y a des journalistes qui participent à des opérations de police, des opérations de sécurisation. Il y a des journalistes qui, en tout cas, font des rapports sur des enquêtes, des articles sur des enquêtes judiciaires qui sont en cours au sein de la police. Donc, je pense que ces points focaux peuvent être sensibilisés sur ce qu'il faut sortir, ce qu'il ne peut pas sortir. J'aime bien, en fait, l'exemple que monsieur le modérateur, cette fois-ci, je vais dire monsieur le modérateur, a donné en ce qui concerne l'enquête et l'arme. Je pense que nous avons ce qu'on appelle le principe du secret de l'enquête, du secret des enquêtes généralement. Il y a des choses, des informations qui doivent être protégées en matière d'enquête. Ça aussi, il faut que les gens soient conscientisés par rapport à ça. Et également, la nécessité aussi pour les membres des forces de défense et de sécurité de comprendre que s'ils retiennent l'information, s'ils retiennent trop, s'ils ferment trop, il y a un risque de diffusion de la mauvaise information, parce que les gens auront besoin de comprendre, et peut-être il y a un risque, avec surtout l'avènement des réseaux sociaux, donc il y a un risque que les gens disent autre chose. Donc raisonnablement, les gens doivent pouvoir collaborer. En tout cas, moi personnellement, pour ma petite expérience, j'ai toujours collaboré avec des journalistes que j'ai retrouvés ici, avec qui on a travaillé ensemble, avec qui j'ai fait des tournées, avec qui j'ai fait même des enquêtes, des rafles et tout, et que j'ai retrouvé ici, avec qui nous avons travaillé. Donc nous avons le même terrain, comme les gens l'ont dit, le même terrain de travail. Donc je pense que, si je n'ai pas oublié, le seul point que j'ai noté d'autres, c'est les sanctions et la nécessité peut-être de les vulgariser. Je pense que il est nécessaire qu'on partage des formations pour que les gens se comprennent. Parce que quand vous dirigez des troupes, le moral des troupes, il est au centre de tout ce qui se fait. Donc, il y a des erreurs. Si vous les commettez, vous ne pouvez plus, sur le terrain, avoir de l'efficacité ni de résultats. Je pense que la réponse du commissaire Diop est éloquente à ce niveau. Nous sanctionnons. Nous sanctionnons à l'interne. Je ne pense pas qu'il y ait dans le monde quand même une entité des forces de défense et de sécurité qui fasse une publication quelconque sur des sanctions, ou en tout cas sur le niveau de sanctions de ces éléments,
au risque quand même de porter atteinte au moral des hommes. Et ça aussi, nous vous demandons de nous l'accepter. C'est tout ce qu'on demande. Les points focaux peuvent être au courant d'un certain nombre de choses, mais il faut faire attention à la vulgarisation, ou en tout cas au renforcement de l'idée que certains peuvent se faire du caractère intouchable qu'ils auront et de la faiblesse que cela peut inclure chez celui qui est censé quand même incarner la loi. Parce que nous restons sénégalais, nous sommes ouverts. En tout cas, c'est notre nouvelle manière de faire. Vous avez vu, aujourd'hui, on a laissé tout le monde parler en toute démocratie. Nous nous sommes tus, nous allons apprendre, nous avons pris note et en toute humilité, nous allons changer ce qu'il faut changer. S'il y a des termes qui dérangent, moi, en fait, je suis issu, disons, de la famille militaire. Parce que depuis l'âge de 12 ans, je porte la tenue. Je ne connais que la tenue. L'âge de 12 ans. Non, 12 ans, oui. C'est 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je porte la tenue. Il y a des termes qui dérangent. En tout cas, moi, dans mon ADN, c'est presque intégré. Ça ne me gêne pas. Je sais que c'est normal parce qu'en fait, les gens peuvent être différents. D'ailleurs, il faut faire très attention à la culture. Le problème, c'est ça. Le terme dégage qui ne nous gêne pas, nous, au point qu'on l'intègre dans notre vocabulaire et que ça soit même quelque chose de positif. Parce que quand on dit qu'une entité dégage, ou quand on dit qu'on doit procéder à des séances de dégagement, ça veut dire qu'on doit faire des chansons. Il y a une entité qui doit faire des séances de dégagement, ça veut dire qu'il doit faire des chansons. Vous voyez ce que cela implique en termes de compréhension? Dégager de cette zone. Même quand je parle à mon subordonné, c'est le mot que j'utilise. Parce que nous, culturellement, ça ne nous dérange pas, c'est intégré dans notre ADN, c'est notre formation. Maintenant, ça peut gêner les autres. Et ça, on a besoin aussi de le comprendre et de l'accepter. Si ça dérange, il faudrait qu'on sache qu'on ne doit pas l'utiliser peut-être chez les autres, ou en tout cas, il faut trouver un terme de remplacement pour changer cela. Nous sommes d'accord, mais je voudrais que les gens ne s'offusquent pas de cela et qu'ils comprennent que c'est une culture chez les militaires. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser ici, mais qui, en termes militaires, n'ont aucune incidence. Oui, barrez-vous, ou bien ils disent que mais il faut que ça pète. Mais ça ne dérange pas chez le militaire. C'est le terme pour dire que ça doit marcher, ça doit se faire. Mais peut-être chez les civils, ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas côtoyé les militaires, ça peut être dérangeant. Donc d'où la nécessité en tout cas de pouvoir toujours communiquer et se comprendre les uns et les autres. J'insiste sur ça, parce que c'est cette incompréhension qui crée tout le temps des problèmes. Maintenant, nous, de notre côté, nous avons pris note, nous avons organisé cette réunion, cette rencontre, surtout pour vous écouter, pour vous comprendre, prendre en compte vos préoccupations. Nous aurons l'occasion de vous faire part véritablement de nos préoccupations quand nous viendrons chez vous, parce que allez, beau gis, am na retour. Donc, merci à tout le monde. Je n'ai pas encore dit le mot. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, en espérant que nous allons nous rencontrer encore très bientôt pour couvrir d'autres thèmes, y compris des thèmes qui vont nous lier entre policiers, journalistes, membres des forces de défense, tout ce qui est social. C'est en fait le